Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir non pas un, mais deux entraîneurs d'escalade qui ont œuvré au meilleur niveau national français. Je veux parler de Corinne Théroux et son mari, Olivier. Alors tous les deux sont passionnés de longue date de l'escalade, mais viennent tous deux de la gymnastique. Alors tu vas voir que ce mélange a fait qu'ils ont révolutionné un petit peu le système d'entraînement d'escalade, et c'est ce dont on va parler durant tout l'épisode quasiment. Comment passer d'un système de défenseur à un système attaquant, d'un système de contrôle à la vitesse. J'ai vraiment adoré cet épisode parce que il a une particularité et tu vas le voir à la fin de celui-ci. On a mixé l'épisode théorique avec de la pratique. Ils nous ont fait venir Alistair Duval, qui a été membre de l'équipe de France, qui a été multimédaillé international en escalade et qui nous a présenté les différentes méthodes, une méthode classique avec la méthode vitesse. Sur de la vitesse, sur de la difficulté et sur du bloc. Je te laisse avec ces images-là et je te garantis que ça vaut de l'or. Avant de te laisser à l'épisode, je veux et je dois te parler des rencontres de la performance. C'est un événement qui se passera le 14, 15 et 16 novembre, soit à Paris, soit en distanciel, soit si tu n'es pas disponible, en replay. Tu auras toutes les interventions en replay. C'est un événement qui va réunir plus de 100 intervenants, on attend plus de 1000 entraîneurs sur place et on espère que tu seras des nôtres. C'est probablement le week-end à ne pas rater de toute l'année. Alors oui, si je sais, on a parfois des matchs, etc. Mais peut-être qu'il vaut mieux rater un match et réussir à faire évoluer son équipe par de nouvelles méthodes que de rester toujours dans la même lassitude. Donc ne reste pas isolé, joins-toi à nous et inscris-toi, tu trouveras toutes les informations dans le lien en description. Et je te laisse à ton épisode. Salut Corinne et Olivier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Secret d'entraîneur. Ouais. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous ? Eh ben alors moi je suis une ancienne athlète de haut niveau. Dans les années 2000, j'ai fait partie de l'équipe de France pendant 10 ans. J'ai gagné des compétitions, des Coupes du Monde, j'ai fait 3e mondial. Et puis par la suite, j'ai mis en place une structure d'entraînement pour l'accès au niveau. Et je fais partie de la Fédération française montagne escalade en tant qu'entraîneur national, jeune. Voilà. Trop bien. Olivier ? Alors du coup, moi je suis cadre technique de la Fédération française montagne escalade, mais mon expérience en tant qu'entraîneur, elle est plus large que ça parce que je suis un ancien gymnaste déjà. Ok. Donc dès l'âge de 15 ans, j'avais déjà des interventions en entraînement. Et après, je suis passé au badminton. J'avais des gens qui étaient en équipe de France, qui étaient sélectionnés olympiques. En entraînement. Et puis du coup, après, je me suis orienté vers l'escalade. Et du coup, dans le cadre associatif, j'ai beaucoup entraîné. Alors, j'ai entraîné Corinne pendant une dizaine d'années. Et puis, dans le cadre de mon boulot, effectivement, à la fédération, j'avais aussi des stages jeunes, donc l'occasion d'entraîner. Et puis avec Corinne, on a monté une structure associative qui s'appelle Team Caillou. Et donc là, dans le cadre de Team Caillou, j'ai également entraîné beaucoup de grimpeurs qui sont maintenant à haut niveau, mais comme Corinne qui les a suivis en équipe de France après. Ok. Voilà, les grandes lignes. Un grand duo de choc. Ouais, vraiment. On peut commencer, je pense, par décrire un petit peu les spécificités de l'escalade. Alors, Quelles sont-elles ? Rapidement, l'escalade, c'est quand même 3 disciplines. Donc, il y a la discipline bloc, où on grimpe sur des murs de 4,50 m, où là, on va faire rapide pour expliquer, où on est sur une discipline comme le 200 mètres, on va dire, en athlée, en termes d'effort. Ensuite, on a la discipline difficulté, où là, on est sur une activité qui ressemble un peu plus au 1500, on va dire. Ouais. Je fais vraiment rapide pour Ouais. pouvoir expliquer un peu l'effort qui est fait dans cette discipline. Et on a l'activité vitesse, où là, on est plus sur la vitesse, le 100 mètres, voilà, une activité où il faut aller vite, le plus vite possible. Voilà. Très vite. Très, très vite. De Voilà. plus en plus vite même. Donc là, la vitesse, on reste sur de l'escalade avec un enrouleur. La difficulté, il y a une corde. Et le bloc, les gens tombent sur des tapis. Et ils vont jusqu'à 4,50 m maximum au niveau de la hauteur, quoi. Voilà. Tu parlais d'efforts différents. Oui. Qu'est-ce qui diffère ? C'est la durée en fait, de l'effort ? Oui, la durée. Et est-ce que la difficulté, si on peut appeler ça comme ça, va varier en termes de technique ?
on est sur une technicité qui est vraiment très différente. Par exemple, pour le bloc, on va avoir beaucoup de blocs dynamiques, on va avoir beaucoup de blocs techniques. On va parler de dalles. Je vais vite pour pas que ce soit trop compliqué à comprendre. Des blocs où on va être sur de l'équilibre, des blocs où on va être sur du physique, des blocs où on va être je cours sur des volumes pour aller chercher. Ça ressemble un peu à la gym, on va dire. Voilà, mais sur des efforts courts. Contrairement à la difficulté, où là, on est plus sur des efforts de type faut tenir le plus longtemps possible, aller le plus haut possible et aller chercher la dernière prise. Souvent, on ne va pas la chercher en compétition parce que c'est compliqué, les voies sont très dures. Mais l'idée, c'est ça au niveau de l'effort. Et la vitesse, la vitesse, il faut aller le plus vite possible. Voilà. Faut courir sur un mur vertical. Courir sur un mur vertical, voilà. Olivier, tout à l'heure, dans ta présentation, tu parlais des différents sports que tu avais fait, donc la gym, le badminton. Est-ce que la pratique des autres sports ont amélioré ta capacité à entraîner en escalade ? Ah bah c'est sûr. Enfin, la grande majorité des actions qu'on a eues sur les grimpeurs, ça consistait effectivement à reproduire l'entraînement des autres activités. Alors du coup, je voulais compléter un peu ce que disait Corinne. Vas-y. Quand tu parlais de la définition de l'escalade, enfin, qu'est-ce que c'est que l'escalade ? Là, elle a présenté les aspects sportifs. Mais comme je disais tout à l'heure, on a créé une association là, qui s'appelle Team Caillou. En fait, c'était pour répondre à une problématique simple que les kayakistes ont connue à une époque. C'est que l'escalade, au départ, c'est une activité de loisir. Donc du coup, pendant très longtemps, là, il y a 20 ans, les gens ils percevaient l'activité uniquement sous l'angle du loisir. Et du coup, nous qui venions d'un autre horizon, enfin la gym pour les deux, et puis d'autres sports, comme je disais tout à l'heure, on a eu à cœur de sportiviser la pratique. Et du coup, on répondait à une demande de gamins qui ne trouvaient pas dans les clubs tout à fait l'aspect sportif que les parents, par exemple, avaient trouvé dans d'autres activités. Alors, c'était la mère, elle est judokate en équipe de France, et du coup, sa fille, Naïlé Maignan, va venir avec une vision sportive, où il y avait, je me rappelle, une championne, la famille Leblanc, là, le père il est skieur et la maman elle fait du VTT à haut niveau. Et du coup, eux, ils voulaient vraiment que leurs gamins ils fassent du sport. Ouais. Et du coup, dans le club, ils ne trouvaient pas cette réponse. Et du coup, nous, on a mis en place une activité escalade qui ressemblait tout à fait à ce qu'on retrouve dans les autres activités, c'est-à-dire avec une planification. Les gamins reçoivent toutes les semaines leur plan d'entraînement, l'alternance charge-repos, tout un tas de dimensions, je ne vais pas détailler, mais tout un tas de dimensions qu'on retrouve finalement dans tous les sports, mais qu'en escalade, on ne retrouvait pas, quoi. Donc voilà, en ça, ça a pu répondre à une certaine demande, quoi. Ok. C'était un peu novateur à l'époque, c'est-à-dire c'était il y a 20 ans. Mais même pour aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même un peu novateur en escalade, pour en avoir fait un petit peu. Ça a évolué quand même dans l'escalade. Mais il y a 20 ans, on était les premiers à mettre en place vraiment un projet autour de l'entraînement en escalade. Ouais. C'est-à-dire qu'on sortait du plein air, on était, nous, venant de la gym, on mettait en place vraiment un projet autour de l'entraînement, autour des stages. On allait à l'étranger. On a travaillé avec un coach qui nous inspire, qui nous a beaucoup inspiré, un coach allemand. Et nous, on voyait en lui vraiment le futur de l'escalade. On avait déjà une vision du futur. Et je pense que on a eu tous ces gamins qui nous ont suivis et qui ont eu envie de partir sur ce projet. Et d'ailleurs, actuellement, ils sont en équipe de France et ils sont toujours là, quoi. Et ils nous ont vraiment suivis dans le projet. Et il y en a même encore qui vont faire des stages avec Udo Neumann, l'entraîneur allemand qui nous a inspirés. Et là, je vois qu'en plus, nous, on n'est plus à Team Caillou, mais je vois que Team Caillou reprend vraiment à fond et qu'il y a une nouvelle équipe qui met en place un vrai projet autour de l'entraînement. Ouais, et ça, génial. C'est top, quoi. C'est vrai que ces disciplines loisirs, comme a pu être le kayak, dans l'exemple, c'est très difficile de créer et de normer certains processus. Bien sûr. Pour avoir fait pas mal d'escalade en bloc en quelques temps, j'ai essayé de prendre des coachs
Alors, je fais que du bloc. La difficulté, je suis pas spécialement fan de la hauteur et de l'équipement, etc. Je trouve ça un peu lourd pour m'entraîner. Et j'avais fait appel à des coachs qui me disaient, voilà, tu vas faire tant de fois cette voie, truc machin. Mais il y avait aucun suivi. Et moi qui étais entraîneur, je voyais ça, je disais, OK. Et j'avais posé quelques questions là-dessus. Et on me regardait un peu comme un ovni en disant, mais qu'est-ce que tu me veux? Ça se fait pas, ça. Et j'avais dit, bon, bah, OK. Donc j'avais arrêté, je m'étais fait moi mes programmes d'entraînement, avec le peu de connaissances que j'avais de la discipline. Et je voyais vraiment une progression assez nette par rapport à avant où j'allais. Je disais, bon, aujourd'hui, je vais faire aller 2 bleus, 2 rouges, m'amuser un peu. Et comment est-ce que ça vous est venu en regardant justement les autres disciplines? En venant de la gym. Venant de la gym où on s'entraînait vraiment. Toi, peut-être le badminton. Mais voilà, nous, on a été élevés. Moi, j'ai un papa qui m'a fait faire d'école à 12 ans en vélo. Je me suis entraînée pour pouvoir être performante depuis toute petite. Donc, j'ai toujours vécu dans cette dynamique-là. Et en arrivant en escalade, voilà, dans un club, je me suis dit, mais c'est pas du tout la même dynamique. Et après, ça peut se comprendre. C'est-à-dire que voilà, l'escalade, c'était du plein air, quoi. Et il y avait les clubs, et c'est encore actuel, hein, il y a encore des clubs où les gamins, ils font 2 ou 3 voies et ils rentrent à la maison, quoi. Voilà. Et nous, c'est pas du tout notre... c'est pas nous, quoi. Voilà. C'est nous, on est des sportifs et on a eu envie de vraiment dynamiser un peu l'entraînement, quoi. Voilà. Et c'était il y a 20 ans. Et on se dit, on était un petit peu en avance, quoi, par rapport à l'évolution de l'activité. Et justement, dans ce que vous avez mis en place, que vous pouvez rentrer un petit peu plus en détail, parce qu'une des choses qui, moi, me saute aux yeux dans votre discours, c'est on a eu des très jeunes, qu'on a amené vraiment de très jeunes à très performants en équipe de France. Comment se fait tout ce suivi? Si on reste sur Team Caillou, on a mis en place un système de planif. Bon, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose au niveau informatique. C'était en 2005. Hein, voilà, donc, on leur envoyait via Google Agenda des séances d'entraînement. On planifiait sur l'année et on les voyait une fois par mois dans des grandes villes. On faisait des stages dans des grandes villes sur un week-end. Et on allait à chaque vacances scolaires, soit des stages en France, soit on allait à l'étranger, parce que l'Autriche et l'Allemagne, ils étaient quand même un petit peu en avance en termes de structure d'escalade. Et là, en fonction d'où on en était sur la planification, on mettait en place les stages avec ce groupe d'entraînement. Et en fait, on avait un groupe d'une 15aine de gamins. Mais au total, il y avait, au moment fort de Team Caillou, il y avait 200 gamins, quoi. Donc, on était venu en gros, on avait 2 à 3 salariés à Team Caillou. Et donc, ça nous prenait beaucoup d'énergie. J'imagine. Voilà, c'était pas... On ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais ce n'était pas le but. Le but, c'était vraiment, on était passionnés et on avait envie de développer notre projet, quoi. Voilà. OK. Donc, voilà. L'entraînement chez un enfant en escalade, est-ce qu'il ressemble à l'entraînement chez l'adulte? Qu'est-ce qui va évoluer? Qu'est-ce qui est modifié? Bien sûr que non. On fait attention parce que voilà, ils sont en plein développement au niveau de la croissance. On va faire attention à ne pas les pendre sur des petites prises, sur des penduliches. On va faire du travail d'intensité quand même. On travaille sur l'intensité. On va faire du travail de vitesse. On va faire un travail autour de l'endurance. Voilà, on va faire un travail global où on va faire beaucoup de pratiques, beaucoup de pratiques, beaucoup de travail technique, mais on va pas, on va faire attention à leurs articulations, on va faire attention à ne pas les blesser. Voilà, c'est vraiment un travail en fonction de leur âge, quoi. Bien sûr. Et je pense que on voit des choses actuellement où les enfants, il y a de la prise de risque par rapport à leur âge, quoi. Et là, j'ai peur. Moi, je vois des choses sur les réseaux sociaux qui me font vraiment peur, quoi. Voilà. Quand tu appelles prise de risque, c'est par rapport à quoi? Déjà, là, on voit... Je parle de blessures, hein, actuellement. On voit beaucoup de fractures des vertèbres chez les enfants, parce que quand on monte à 4,50 m et qu'on saute
À force, ça casse parce qu'ils sont en pleine croissance. On voit beaucoup de fractures de fatigue au niveau des doigts parce que les gamins, ils se pendent sur les panguliches ou sur les poutres. C'est pas souvent lié à la pratique de l'activité en elle-même, mais c'est tous les à côté. On voit des genoux qui sont abîmés. On voit des chevilles. Donc, faut quand même à un moment donné avoir une vraie réflexion. Mais je sais que le nouveau DTN qui a été nommé il n'y a pas longtemps veut abaisser un petit peu au niveau des compétitions la hauteur pour les tout petits. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, donc jusqu'à 16 ans, parce qu'on voit beaucoup plus de blessures au niveau de la colonne vertébrale et des vertèbres. À cause des impacts de chute. À cause des impacts de chute. Et ça, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau. Okay. Donc là, je sais qu'il y a un gros travail de prévention qui va être fait, même au niveau des salles privées, parce que voilà, on n'a pas de lien avec les salles privées de la fédération. Donc là, il y a vraiment un vrai travail à faire autour de cette problématique chez les jeunes, quoi. Ok. Donc voilà. Oui, effectivement, si en pleine croissance, tu fais 150 impacts par semaine dessus, ça peut être dommageable. Ouais, bien sûr. Pourquoi ne pas utiliser l'assurage chez les jeunes sur l'exercice de bloc? C'est trop contraignant ou... Moi, je pense que c'est pas contraignant, non. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Je sais qu'il y a certaines salles pour le sport santé qui ont mis en place des enrouleurs en haut des blocs, mais pas encore chez les jeunes. Mais je pense qu'on pourrait, parce que quand on voit un petit bout de 10 ans face à un bloc de 4,50 m, je pense qu'on pourrait mettre des enrouleurs ou de l'assurage pour pouvoir faire grimper en haut. Ça ressemble à une voie. Oui, complètement. Donc il y a une vraie réflexion à avoir autour de ça. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ça va venir. Ça va venir, j'espère. Ouais. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ou pas? Par rapport à l'aspect sécurité, le plus simple en bloc, c'est quand même de diminuer la hauteur. Il n'y a pas besoin d'aménagement extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est l'idée première qui vient, c'est que avant de passer à la corde, parce que comme disait Corinne, ça existe, chez les Andis par exemple, ils font du bloc avec corde. Et puis il y a certains clubs qui aménagent de cette façon-là. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de faire des blocs à dimension des gamins, enfin, notamment chez les très très jeunes, puisqu'il y a du baby escalade en escalade. Ouais. Et du coup, là, c'est les hauteurs qui sont diminuées de façon à ce que les impacts soient proportionnels à la morphologie des grimpeurs, quoi. Ouais. Voilà. Mais les salles privées le font déjà un petit peu, non? Parce que je vois beaucoup, moi, dans les salles où je suis allé m'entraîner, j'en ai sûrement fait beaucoup moins que vous, mais on voit toujours un petit espace pour les enfants. Là où on tourne, justement, on en a vu un aussi, où là, tu as des blocs à, je pense, 2 mètres de haut à peu près au maximum. Donc ce serait ce genre d'idée, mais avec une évolution pour arriver sur du 4,50 m pour les ados. Même ados, moi je pense tant qu'ils sont en pleine croissance, je pense qu'il ne faut pas que ça monte trop haut, quoi. Ok. Ouais. Et là, je sais que j'ai vu une compétition il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où là, ils sont carrément même U16, c'est-à-dire 15 ans, où ils sont à la moitié du bloc. Okay. Donc déjà, je pense que c'est déjà une belle évolution. Et dans ces cas-là, il y a moins de difficultés en termes de, moins de prises, ou est-ce que les prises sont plus horizontales? Sont plus horizontales, ouais. Ok. Ouais. Et techniquement, sur l'entraînement, ça change quelque chose ou pas? Moi, je pense pas, non. Non, je pense qu'il n'y a pas d'évolution. Non, je pense que on continue pareil, mais voilà, on va moins haut, c'est tout. Et je pense qu'on peut même bien évoluer en faisant du travail à l'horizontale. Okay. Mais donc, il n'y a pas de souci. On reste un petit peu sur les enfants. Ouais. Sur le développement de la motricité, l'escalade est quand même un super outil parce que deux voies ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, un pied-main, et il va ressembler à une chose sur une voie et à une autre sur une autre. Est-ce que c'est pas un peu l'outil d'excellence pour développer la motricité et l'escalade? Tiens, je te laisse répondre, Olivier. Non, mais le bloc, c'est l'école du geste. Hein, c'est une façon, en raccourcissant la voie, de faire des petits passages qui vont être, par exemple, à thème. On va donner qui vont travailler certaines techniques plus que d'autres. Donc, du coup, ça, c'est intéressant.
Et après, alors, du coup, j'ai perdu la question parce que Corinne... Sur la motricité, savoir si c'était une bonne façon de développer la motricité. Alors, par rapport au développement général de la motricité, si on pense aux voies, c'est la pratique dominante en club. Et alors dans les salles, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, sur les voies, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la moulinette beaucoup plus qu'elle n'est utilisée maintenant et d'introduire la vitesse de façon à ce que les gamins ils fassent un maximum de mouvements. Alors, Corinne disait en introduction tout à l'heure qu'il y avait des clubs, les gamins, ils faisaient 2-3 voies dans la séance. Et du coup, nous, quand on fait une séance, on fait 8 voies, 8 à 10 voies. Et du coup, on se disait, pour les gamins, ça serait intéressant d'augmenter la quantité de travail parce que plus ils vont grimper et puis plus les coordinations vont s'installer, s'affiner, être diverses aussi. Donc, du coup, pour passer à 8 ou 10 voies, il faut galoper, quoi. Donc du coup, on n'a pas le temps de mousquetonner, on n'a pas le temps d'apprendre toutes les techniques de sécurité. Donc c'est très intéressant chez les jeunes de les mettre assez longtemps dans les catégories les plus jeunes, un poussin benjamin, de les mettre dans des situations où ils n'auront pas les contraintes de la sécurité à gérer. Et puis l'avantage aussi, c'est que ça leur retire l'aspect affectif. C'est-à-dire que le gamin, il a peur de tomber, mais il aura beaucoup moins peur de tomber avec une corde tendue devant lui que s'il est obligé de prendre la corde, mousquetonner et puis de faire des vols de 5 ou 6 mètres, quoi. Donc du coup, pour ces raisons-là, nous, on est à fond pour justement le grimpeur, il galope, que ce soit donc en bloc, comme je disais tout à l'heure, ou en voie. Plus il aura de l'activité et puis mieux les coordinations vont s'installer, quoi. Ok. Ouais. Je précise juste pour ceux qui ne connaissent pas l'escalade, monter en moulinette, c'est en fait avoir une corde déjà accrochée tout en haut de la voie, sur laquelle on est tracté et quelqu'un nous assure en bas, voire même plus d'ailleurs avec les nouvelles machines. Et monter en tête, c'est généralement, il y a des boucles, des mousquetons qui pendent tout le long de la voie, tous les mètres, tous les 2 mètres, 3 mètres, ça dépend des voies. Et on vient s'accrocher au fur et à mesure qu'on monte. Donc il y a un temps. En fait, on est accroché à la prise, on est obligé de libérer une main comme on peut, souvent avec la corde dans la bouche, pour réussir à mettre ça sur le mousqueton. Et quand on tombe, on a quand même généralement un vide. Alors qu'en moulinette, on est arrêté quasi instantanément, donc il y a moins de problèmes de peur ou d'appréhension. Vous parliez de monter rapidement. Comment est-ce qu'on entraîne un enfant à monter vite sur une voie d'escalade? Est-ce qu'on refait la même? Est-ce qu'on le met en situation complètement décontextualisée, comme on disait, en bloc, sur plein de petits mouvements qu'il va maîtriser et réussir à reproduire après sur de la voie? Comment vous avez fait? Quelle est votre méthode là-dessus? Nous, comme disait Olivier, on grimpe en moulinette. Déjà, c'est beaucoup plus facile parce que justement, on a la possibilité de se lâcher et de s'engager. Donc, c'est un travail autour de l'engagement. Après, quand ils grandissent, parce que voilà, faut quand même garder la spécificité de la compétition. La compétition, c'est quand même en tête. Donc, on commence à travailler justement la vitesse en tête en introduisant le mousquetonnage rapide. Parce que aussi, c'est important de savoir mousquetonner rapidement. Et la contrainte du travail de la vitesse en tête, c'est qu'on est arrêté, malheureusement. Donc l'idée, c'est de pouvoir grimper vite, en tête, en mousquetonnant vite et donner des temps. Voilà. Nous, en compétition, c'est 6 minutes. Moi, je donnais des temps en disant, là, c'est un 8A, vous allez le grimper en 2 minutes, quoi. Donc, en tête. Voilà, donc on donne des temps. Bon, là, c'est le travail d'équipe de France. Attention, c'est un peu différent. Du 8A, c'est costaud déjà. Ouais, voilà. C'est très, très costaud. Là, je parle d'un autre niveau, quoi. Mais voilà, le projet que j'ai mis en place, parce que après Team Caillou, j'étais donc embauchée par la fédération pour m'occuper de l'équipe de France Jeune. Et là, on est parti sur un projet autour de la vitesse. Comme disait Olivier, je ne sais pas si on en a parlé déjà, mais voilà, l'idée, c'était priorité vitesse. Donc, tout le travail qu'on a fait en équipe de France, c'était autour de la vitesse. On ne fait pas que ça, bien sûr. Mais nous, notre boulot, c'était donner aux jeunes des compétences dans ce domaine-là. Parce que moi, c'était les jeunes, ce n'était pas les seniors. Et donc, on a travaillé donc, en tête, en donnant des temps. Mais c'est vraiment tellement global qu'il faudrait que je détaille vraiment précisément tout le boulot. Et en faisant adhérer le groupe. Parce que c'est quand même pas simple
parce que c'est quand même pas un domaine où nous, en escalade, il y a beaucoup de gens, quand ils font de l'escalade, c'est je grimpe beau, quoi. Je fais de la belle escalade. Et chez les jeunes, il y en a beaucoup qui ont été éduqués. Voilà, le beau geste. Le beau geste. Et là, on casse quand même ces codes-là. Donc, il a fallu faire adhérer le groupe. J'ai eu la chance d'avoir une équipe de coachs avec qui voilà, ils ont adhéré à fond. Les jeunes, ils ont adhéré tout de suite. Et nous, on a mis en place tout un travail autour de ce projet. Et le résultat était là. Voilà, le résultat sportif, on va dire. Mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps parce qu'on change les codes. Ouais. Changement de paradigme pour entraîner différemment. Les codes de l'escalade. Donc voilà, donc sur le travail avec eux, autour, je ne sais plus où j'en suis là. Sûrement. Vas-y. Je ne sais plus ce que je disais. Donc là, c'était sur la vitesse des jeunes. Voilà. Donc en fait, on a travaillé dans plein de domaines, mais comme c'est Olivier qui a inventé ce terme-là et que je trouve vraiment bien, c'est on est arrivé sur ce groupe et on a dit donc maintenant vous êtes des attaquants. Ouais. Parce que en escalade. En tennis, dans plein de sports, on peut dire que vous êtes des attaquants. Ouais. Nous, en escalade, ce terme-là, il n'est pas très adapté. Oui, parce que l'adversaire est là, mais indirectement. Indirectement, voilà. Donc nous, on a dit tout de suite, maintenant, vous êtes tous des attaquants. Et en fait, on leur redisait régulièrement ce mot-là et, par rapport au stage qu'on faisait. Et tout notre boulot, il tournait autour de l'attaque. Et l'attaque, c'était le travail autour de la vitesse, au final. Donc, on a fait du travail, justement, en tête, parce qu'on n'avait pas le choix, nous. On faisait les deux, hein, mais on n'avait pas le choix que les gamins soient capables, en tête, de mettre du rythme. Ok. Et après, on faisait quand même du travail en moulinette, mais nous, vu les profils, c'est un peu compliqué aussi, mais c'était du travail vraiment très, très, très spécifique. Quand on était en moulinette, par exemple, sur du travail de dalle, on mettait des moulinettes. mais globalement, on faisait un travail en tête. Mais il a fallu du temps. Il nous a fallu une bonne année pour pouvoir tout coordonner. Les mousquetonnages. Et puis après, voilà, tout ce boulot, il fallait le mettre en place en compétition. Oui. Donc, on a mis en place... On a fait des compétitions pas importantes, où il n'y avait pas de prise de risque sur le résultat, où justement, il fallait que les gamins ils mettent en place tout le boulot qu'on a fait en stage en compétition. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas si simple, même sur des compétitions qui n'étaient pas avec un gros enjeu. Et au final, on s'est rendu compte qu'il nous a fallu en gros 2 ans pour qu'on voit les effets sur des championnats du monde, des Coupes d'Europe et tout. Mais on a vu que c'était faisable ils ont vu que c'était faisable même en compétition. Et moi, j'ai vu des podiums de championnat du monde avec des gamins qui mettaient en place tout le boulot qu'on avait mis en place, qu'on avait fait en stage. Et ça a été une belle réussite. Et quand je vois encore sur certaines compétitions, Paul James, par exemple, qui est finaliste des Jeux Olympiques, quand je le vois en finale des Jeux Olympiques, je vois qu'il est encore là-dedans. Et ça fait plaisir, quoi, même s'il ne gagne pas les Jeux Olympiques. Mais je vois qu'il est dans cette dynamique-là. Et lui, ce qu'il avait mis en place, c'était intéressant, c'est que lui, il s'était donné un temps. C'est-à-dire que lui, il dit, moi, je mets entre 3 minutes et 4 minutes pour faire la voix. Au lieu de 6. Voilà, lui, c'était sa logique. Il y en a d'autres, c'était autre chose. Voilà, ils avaient chacun leur dynamique à eux, quoi. Ils avaient mis en place leur dynamique à eux. Et j'imagine que ça va changer aussi sur... l'entraînement physio à part, parce que grimper 3 minutes ou grimper 6 minutes, oui, c'est pas du tout pareil. Je pense aux avant-bras. Ouais. C'est pas du tout le même travail derrière. Est-ce que ça aussi c'était adapté par rapport à cette contrainte temporelle ? Oui, on a fait tout un travail autour de ça avec mes collègues. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais il y a aussi qu'on a mis en place tout un travail autour de la prépa physique, avec développement des qualités de force, qualité de force-vitesse, voilà, on a mis tout en place. Et en fait, on les voyait une fois par mois. Donc, en fait, c'était ça qui était intéressant, c'est qu'en fait, on les voyait souvent, quoi. Et on a réussi à pouvoir
faire quelque chose de concret, parce qu'eux, ils adhéraient et ils venaient à tous les stages. Parce qu'avant, ils venaient pas régulièrement, alors que là, ils venaient à tous les stages et ils rentraient dans le processus de développement. Et même si à la fin, ils en avaient marre que je leur dise on grimpe vite, on grimpe vite, on grimpe vite. Et même, ils en avaient ras-le-bol. Et ils savaient ce que j'allais leur dire, quoi. Mais par contre, ils avaient l'état d'esprit. Et ça, c'était le plus important. Et une question peut-être naïve, mais donc les jeunes étaient entraînés à distance, en partie à distance. Comment est-ce qu'on fait dans l'entraînement technico-tactique? Je ne sais pas si on parle de tactique ou pas en escalade, mais sur l'entraînement technique, par exemple, il doit travailler tel type de séquence. Quand il arrive dans la salle, la voix, elle n'est pas montée pour lui. Comment est-ce qu'on retrouve ces éléments techniques? Est-ce qu'il y a une façon de travailler que certaines séquences? Ou est-ce qu'on est obligé de s'adapter en fonction de la technique du jour et de ce qu'il y a à travailler? Non, on s'adapte. Ok. On fait comme... on n'a pas le choix, quoi, à des moments donnés. Parce que, voilà... Nous, en équipe de France, c'est différent parce que nous, on fait des commandes. On dit aux ouvreurs, on a besoin de ça, 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 ça. On a des moyens, on va dire, un peu plus que... Oui, mais les gamins qui sont en club... Après, nous, on ne les entraîne pas au quotidien, les gamins. C'est-à-dire que nous, ce qu'on faisait, le travail qu'on faisait en équipe, c'était notre travail à nous, en lien avec les coachs, mais c'était le boulot qu'on faisait nous. Mais après, ils avaient leurs coachs, ils avaient leurs entraînements. Indépendamment. Après, l'état d'esprit, tout le boulot qu'on faisait. Après, globalement, les entraîneurs, ils suivaient. Mais sinon, après, au quotidien, nous, on ne les avait pas. Hein. Donc, c'était... On voyait à distance ce qu'ils faisaient. Et globalement, c'était plutôt pas mal. Mais nous, on n'avait pas les moyens d'agir là-dessus, quoi. Donc, voilà. Dans pas mal de sports, on voit qu'il y a une problématique qui revient très souvent. C'est les problèmes d'ego sur les entraîneurs. Est-ce qu'en escalade, on a ça? Parce que c'est quand même un sport réputé assez cool. Les gens sont sympas, ça discute, etc. Est-ce qu'on retrouve cette problématique-là où des coachs refusent de suivre certaines consignes, je vais appeler ça comme ça, c'est pas le terme que je cherchais, mais c'est pas très grave, certaines consignes que vous allez donner en tant que staff national, ils vont dire non, eux, ils vont se faire voir et moi je fais ce que je veux. Est-ce que ça arrive ou c'est quand même rare? Non, c'est comme partout, comme dans tous les sports. On a chacun nos points de vue, même dans le cadre d'une fédération, on a chacun nos points de vue et on n'est pas forcément toujours d'accord sur le fonctionnement. Et c'est pareil partout. Hein, Après, globalement, il y a quand même... voilà, les coachs de club ou les coachs... ils nous écoutent quand même. Ils ont besoin de conseils. Et ça, c'est plutôt positif quand même. Et nous, on les conseille. Après, on a tellement peu de temps qu'on ne fait pas assez ce conseil au coach. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Et je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faudrait développer dans le futur, quoi. Ok. Voilà. Olivier, est-ce que tu voulais reprendre la main pour compléter ou... Pas directement sur ces aspects-là. Après, tout à l'heure, quand on a parlé des attaqueurs et des défenseurs, ce que je voulais dire par rapport à l'activité escalade, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le grimpeur, il est plutôt défenseur spontanément qu'attaquant. En fait, déjà, il y a la peur de la chute. Donc, du coup, ça met les gens d'emblée dans l'activité en retrait. C'est une activité qui fait peur, on n'avance pas vite, etc. Et la deuxième grosse raison, c'est les profils. C'est-à-dire que les débutants, ils vont aller dans des profils qui sont peu verticaux, en général de la dalle, pour faciliter la motricité. Et du coup, ce type de motricité, qui est une motricité de précision, posée, etc., elle va nécessiter, si on veut de la précision, avec le fameux conflit vitesse-précision, elle va nécessiter de diminuer la vitesse pour être de plus en plus précis. Donc en fait, on a toute une population de grimpeurs qui, pour des raisons affectives, peur de la chute, et pour des raisons de précision, de pose de pied, de mouvements précis, etc., vont être éduqués à la lenteur, en fait. Et du coup, comme l'activité escalade, elle ne se résume pas à de la dalle et à des choses qui vont lentement, notre projet, c'était, avec cette idée de priorité à la vitesse, c'était de les faire passer de la lenteur à une activité plus... rapide, on va dire. Dynamique. Et du coup, travailler les qualités nécessaires aux grimpeurs, parce que l'escalade va forcément nécessiter de la force pour arriver à grimper là-haut. Et nous, on leur demande en plus d'ajouter de la vitesse.
Donc vitesse, force, c'est de la puissance, et la puissance, c'est bien la qualité principale du grimpeur. Donc si on veut développer la puissance, comme la force, elle est paramétrée par l'intensité de la voie, si on augmente la vitesse, on va augmenter la puissance du grimpeur. Donc grosso modo, sur les aspects qualité physique, c'est ça qui se passe. Okay. Et tout à l'heure, tu as abordé les aspects énergétiques. Les aspects énergétiques, c'est pareil, ils vont se transformer par la dimension vitesse, parce qu'en travaillant cette puissance, les gens ils vont être dans une intensité supérieure à ce qu'ils auraient été s'ils avaient grimpé lentement, mais par contre, ils vont être sur une durée plus courte. Donc du coup, le travail énergétique, il va être d'aller plus vite pour passer le moins de temps possible dans la voie et donc du coup se fatiguer le moins possible. Même si ça demande en compensation une contrainte d'intensité qui est supérieure. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de miracle, il faut bien arriver là-haut. Donc, bien sûr. Ouais. Ok, je comprends. En fait, le curseur, pour schématiser, volume, vous l'avez augmenté non pas par la durée sur la voie, mais par le nombre de voies faites dans l'entraînement. Et ce critère intensité, plutôt que d'aller chercher des difficultés très poussées qu'on peut aller chercher, peut-être des difficultés un tout petit peu moins importantes, mais avec beaucoup plus de vitesse. Non, c'est un peu ça. Les deux. En fait, c'est-à-dire qu'on ne diminue pas l'intensité, mais on augmente la vitesse. Ah, ok. Et ça, quelles que soient les intensités. C'est-à-dire qu'on peut le faire à l'échauffement, mais on fait aussi dans des voies très dures. C'est ce que Ali va proposer tout à l'heure. Et de toute façon, à haut niveau, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'années, je ne sais pas combien dire, 50 ans, les tennisman, ils jouaient au fond de cours. Les schémas, c'était Björn Borg. Et puis un jour, il y a des mecs qui se sont mis à attaquer, qui ont commencé à monter au filet. Ça a accéléré le jeu. C'est-à-dire le tennis est beaucoup plus rapide maintenant qu'il ne l'a été. Et en même temps que ça a accéléré l'activité, les joueurs qui gagnaient, c'était quand même les attaquants. Ouais. Et en escalade, ça se passe pareil. Quand on regarde du haut niveau maintenant, ceux qui sont devant, c'est ceux qui attaquent. Donc du coup, nous, on est à fond là-dedans. Ça s'est passé dans toutes les disciplines. Au foot, ça va plus vite que ça n'a été. Bref, toutes les activités vont vers la vitesse. Donc du coup, je vois pas pourquoi l'escalade échapperait à ça. Et quand on regarde le haut niveau, on voit bien que l'escalade n'échappe pas à ça. Et c'est dû à quoi? C'est l'intention? C'est l'intention derrière cette action de vitesse qui fait que les grimpeurs sont meilleurs, ou c'est vraiment parce qu'ils se fatiguent moins et donc plus performants? C'est les deux. Enfin, si on prend l'exemple d'une nouvelle catégorie de mouvement qui a été créée grâce à la vitesse, parce que avant l'escalade reposait sur 3 catégories de mouvements classiques. Les mouvements de dalle dont je parlais tout à l'heure, qu'on va appeler posés, c'est-à-dire qu'il faut de la précision, de la lenteur, etc. Après, il y a la deuxième catégorie de mouvements où là, la voie, elle est verticale ou dévers, et là, ça va demander au grimpeur de se scotcher au support. Donc, du coup, on a des mouvements de rétropulsion de l'épaule et puis de flexion du coude constante. Donc ça, ce schéma-là, c'est ce qu'on voit tout le temps chez les grimpeurs. Donc ça, c'est une deuxième catégorie de mouvements qui va être très importante en volume. Il y a beaucoup de mouvements d'escalade qui se font scotcher au support. Après, il y a une troisième catégorie de mouvements qu'on voyait apparaître, c'est Edlinger pendu sur un bras. C'est les mouvements pendus. Alors, on peut être pendu par les pieds maintenant ou par les bras, mais là, le bras, il est plus plié, il est tendu. Et les mouvements de motricité, c'est de la brachiation, un peu comme les gibbons dans les cages. Donc, voilà les 3 catégories de mouvements qui existaient. Et la vitesse, là-dessus, a engendré une 4e catégorie de mouvements que nous, on appelle les mouvements engagés. Et là, du coup, c'est la priorité à la vitesse. Ça fait que dans une dalle où on grimpait posé, avec précision, si on galope, on va là-haut et ça paraît beaucoup plus facile. Donc du coup, cette 4e catégorie de mouvements n'existait pas il y a 20 ans. Et du coup, c'est pour ça que, ce que disait Corinne, dans les stages en Allemagne, on voyait les grimpeurs allemands s'amuser avec ça. Les Japonais ont fait pareil. Et puis, comme par hasard, c'est eux qui gagnaient les compètes. Donc, on s'est dit, il y a un signe, quoi. Je comprends. Et ce qui est intéressant, c'est ce fameux conflit vitesse-précision. Je voulais l'aborder, mais c'est bien que tu l'aies abordé avant moi. Si je vais plus vite, plus difficile de mettre comme il faut ses pieds, ses bras. On a une moins grosse marge de manœuvre, j'imagine aussi. Comment est-ce que vous avez réussi à résoudre, entre guillemets, cette problématique, ou en tout cas à améliorer cette problématique-là? Dans la priorité à la vitesse. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde du haut niveau, même si on ne leur dit pas de galoper, les pieds ne sont pas posés précisément.
ça patine tout le temps. Enfin, c'est un peu ce qu'on voit au ski. Ils ont une ligne qu'ils voudraient suivre, mais en fait, les pieds, ils dérapent tout le temps. Ils sont tout le temps à l'arrache, tout le temps en train de se rattraper parce que ça va trop vite. Et du coup, en escalade, quand on regarde des images du haut niveau, maintenant, si on filme que les pieds, et j'ai plein d'images, les pieds, ils sont jamais bien posés, hein, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et donc, tant pis, puisque ça marche. Il n'y a pas de chute liée à ça. C'est le risque. Par contre, effectivement, quand on augmente le risque de tomber. Ça c'est clair et net. Hein. Mais ils n'ont pas le choix. C'est comme, je dirais, c'est comme dans tous les sports. Le ski, en slalom, il y en a plein qui sortent. Bien sûr. Mais ce jour-là, ils n'ont pas eu de chance, ou ils ont mal skié, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça ne s'est pas passé. Et nous, en escalade, on voit bien souvent des attaquants qui se ramassent. Mais ils n'ont pas le choix que d'attaquer. Ils n'ont pas le choix. Ok. Moi, par exemple, sur certaines compétitions, je l'avoue, hein, j'étais dos au mur, hein, je ne regardais pas. Hein. Voilà, je laissais la caméra à mes collègues et je ne regardais pas parce que je savais qu'il y avait une grosse prise de risque à ce moment-là et je laissais, je ne voulais pas voir quoi. Et souvent, ça passait, mais voilà. C'est le public qui mais disait. C'est le jeu, on le sait, parce que nous, on les forme à ça. Donc, voilà. Et ça, c'est intéressant aussi, mentalement. Ça doit être difficile de faire adhérer à un système où on leur dit il y a quand même une grosse prise de risque et vous pouvez vous casser la figure, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a qui n'adhèrent pas. Ok, il y en a quand même qui n'aiment pas ça et qui le font pas. Il y en a qui comprennent la démarche. Et qui n'y arrivent pas et qui essayent, hein, vraiment. Ils ont envie d'essayer parce que voilà, moi, j'ai toujours, je me suis toujours, je suis quelqu'un de bienveillante. On a toujours été dans une super dynamique, voilà, bienveillante, mais dans l'exigence. Et les gamins, ils ont toujours voulu essayer, mais ils n'ont pas réussi. Voilà, ils n'ont pas réussi. Et je voyais bien sur les 3-4 premiers mouvements d'une voie, ils essayent, mais après, ils retournent dans leur travers. Après, il y en a certains, ils gagnent. Hein. Ils gagnent même en étant lents. Après, sur la suite, ils ne gagnent pas. C'est-à-dire, en senior, ils n'y arrivent pas. Il y a une limite, un plafond ils sont entre limite, junior et senior. Voilà. Mais chez les jeunes, ils sont vice-champions du monde et tout, ils s'en sortent. Hein. Et, donc voilà, après, il y a un grimpeur qui s'appelle Jacob Schubert, qui est 2 fois médaillé olympique. Lui, il n'est pas du tout là-dedans. Après, j'ai bien vu quand même qu'à Paris, il avait un peu changé son état d'esprit, mais il est un des meilleurs du monde et il n'est pas du tout là-dedans. Voilà, lui, il a tout travaillé autour de la force. C'est quelqu'un qui est très fort physiquement, mais très lent. Voilà. Mais voilà, il y a toujours des particularités et tout le monde n'adhère pas. Et sur le système de force, moi, j'ai toujours été impressionné par les grimpeurs en muscu au poids de corps, c'est incroyable. Mettez-les sous une barre de traction, vous allez halluciner. Et à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une limite à ce développement de la force? Je pense surtout au doigt, qui est quand même très tendineux. Est-ce qu'il n'y a pas énormément de pathologie au niveau de la main chez le grimpeur? Si, justement, c'est ce qui nous fait peur, nous. Voilà, on voit, on n'adhère pas à fond. Moi, par exemple, je fais de la force doigt avec certains gamins, mais pas tant que ça, quoi, parce que j'ai la chance de travailler pour une fédération où on a mis en place des tests, on a des chiffres. Donc, quand je vois qu'il y a des gamins qui ont des super résultats, je fais que des rappels. Je ne vais pas faire du développement des forces doigts. Quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où je vois des gens qui font, entre guillemets, presque que ça, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Parce que je pense qu'il y a des limites. Et puis, il y a les limites blessures, quoi. À des moments donnés, on ne peut pas faire que ça. Et puis, l'escalade, ce n'est pas que ça. Justement, par rapport à ce que nous, on développe, là, vu ce qu'on voit sur les compétitions, je pense que ça va trop loin, quoi. Et je pense que les blessures, on en voit beaucoup, quoi. Donc, je pense qu'il faut en faire. Il n'y a pas le choix, parce qu'il y a des moments donnés, en diff, par exemple, il faut quand même serrer des prises. Mais pas plus que le reste, quoi. Pas plus que le reste. Et là, on voit beaucoup de choses qui font peur, quoi. Sur les réseaux sociaux. Après, sur du quotidien, j'en sais rien. Mais... Et sur les compétitions, tu dis que ça va de plus en plus loin. Mais ce plus en plus loin, il y a quoi? C'est que si on ne pousse pas le niveau un peu plus haut, il y a trop de sélectionnés ou trop de gens potentiellement qui peuvent gagner?
ou est-ce que c'est ou c'est un désir de spectacle, je vais le dire comme ça? Qu'est-ce qui pousse à aller toujours un peu plus loin? Par rapport à quoi? Pas plus loin. Au niveau des compétitions? Est-ce que c'est, enfin, aux difficultés? Aux difficultés? Ben non, je pense que le niveau est très relevé. Ouais. Et je pense qu'on n'a pas le choix, quoi. Je pense qu'ils n'ont pas le choix, les ouvreurs. Après, peut-être que voilà, on a été très loin dans la grimpe très dynamique. Je pense que dans le futur, je te parle de l'international, hein. Ouais. Je pense que dans le futur, ça va sûrement évoluer. Mais là, le niveau, il est très relevé. Donc, il n'y a pas le choix que de pousser les intensités. Là, il n'y a vraiment pas le choix, hein. Et c'est pour ça qu'il faut aller vite dans les voies, parce qu'il y a j'ai vu une compète, je ne sais plus dans quel pays, où là, c'était extrême, quoi. Et s'ils n'allaient pas vite, ça ne montait pas. Ils se crament, quoi. Et ça ne montait pas, quoi. Ouais, non, vraiment. Et tu parlais tout à l'heure de travail de doigts. Vous avez des tests? C'est quoi comme type de test? Ben, on a une poutre qui s'appelle la Smartboard, où là, elle est connectée. Donc, je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas moi qui fais les tests. Ouais, non, mais c'est par curiosité. Mais voilà, c'est le préparateur physique qui fait ça. Et il fait des tests de puissance, il y a plein de tests, extenseurs, fléchisseurs, voilà. Et c'est hyper intéressant parce qu'après lui, il adapte toute sa préparation physique en fonction des résultats. Et c'est vraiment très intéressant. Ça a été mis en place avec une kiné de l'équipe de France. Nous, on a commencé ces tests avec nos jeunes, et après, ça a été mis en place sur le pôle France de Voiron. Et après, c'est vraiment très individualisé. C'est vraiment très bien. Et il y a vraiment... moi, je dis chapeau sur ces tests. Et je pense que c'est un peu... On est les seuls, je pense, dans le monde à avoir ces tests. Ok, trop bien. Donc, voilà. Et chez les jeunes, justement, tu dis que tu fais pas trop de travail de doigts. Non. Pas du tout, même. Pas du tout? Non. Ben, j'en fais pas en équipe de France. Ok. On fait pas de... Parce qu'on voit souvent dans les salles d'escalade, alors j'ai pas le vocabulaire, mais ces fameuses on va dire planches vissées au mur avec différentes profondeurs, je cherche le terme, mais où en fait on va se suspendre et faire les tractions. Penduliche. Penduliche. Et on voit ça, et on voit des jeunes, en salle privée, hein, se tuer à ça à chaque fin ou début d'entraînement. Alors généralement c'est à la fin. Est-ce que ça, c'est pertinent de le faire ou pas du tout? Bah, en fait, ils font ça sans savoir ce qu'ils font, en fait. Ça dépend. Il y a peut-être que tu vois des fois des jeunes qui s'entraînent, j'en sais rien. Oui. Mais souvent, ils font ça parce qu'ils ont vu ça sur Instagram, quoi. Ok. Modèle de reproduction. Ils reproduisent. Et il y a beaucoup de choses qui reproduisent à cause ou grâce. Il y a des choses bien sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Mais il y a des choses bien. Il y a des choses qui peuvent les blesser pour très longtemps, surtout chez les jeunes. Donc, en fait, je ne sais pas ce qu'ils font, en fait. Et je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils font ça parce qu'ils l'ont vu, quoi. Et ça fait un petit peu peur. Par manque d'encadrement. Ouais, je pense que c'est par manque. Et les salles privées, il n'y a pas d'encadrement. Ouais. Donc, en fait, ils font un peu n'importe quoi. Mais on ne va pas leur en vouloir. C'est la société actuelle. Et ils mettent à disposition du matériel, à nous de l'utiliser comme il faut, quoi. Voilà, mais nous, par exemple, quand on faisait les stages en Autriche, chez les jeunes, il y avait interdiction d'aller dans les salles de Penguiliche, de poutre, pour les moins de 18 ans. Ok. Voilà, donc il y avait quand même, il y avait quand même un encadrement, et je pense que ça existe encore. Hein. Je pense que ça doit encore exister. Ok, super intéressant. Voilà. Et pareil, on pourrait rester un peu dans le travail de force. Quand vous parlez de travail de force, c'est du travail de force musculaire du haut du corps, du bas du corps? Est-ce que c'est par rapport au gainage abdo-lombaire? Comment est-ce que ça se passe, le développement de la force chez un grimpeur? En fait, moi, je voulais compléter là sur les doigts, mais vas-y. Je sais plus ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que
Là, par rapport à tout ce qu'on voit dans la communauté des grimpeurs, globalement, enfin, sur les réseaux sociaux, etc., nous, on a l'impression que la tenue de prise est trop importante. En fait, c'est bien de tenir les prises, hein, c'est pas ce qu'on nie. Mais par contre, faut pas faire que ça, parce que si on reprend les 4 catégories de l'escalade, là, dans les dalles, quand on est posé sur les pieds, en équilibre, etc., bah, la force doigt, elle n'est pas prédominante, même si de temps en temps, il en faut un peu, mais on va très peu la voir s'exprimer. Après, dans la deuxième catégorie de mouvement, là où on est scotché, bah, là, la tenue de prise, elle est prépondérante. Dans la catégorie des pendus, bah, les prises, elles sont énormément grosses, et là, la tenue de prise, elle n'est pas très importante. Et dans les mouvements engagés, là, on ne tient plus les prises. Donc, du coup, nous, on est sur un travail équilibré des 4 catégories de mouvements. Et donc, la tenue de prise, on la travaille pour les mouvements scotchés. Et par contre, pour les 3 autres catégories de mouvements, bah, il vaut mieux travailler dans l'intensité requise. Alors, schématiquement, si on passe beaucoup de temps dans une voie, bah, on va avoir une tenue de prise de type isométrique ou quasi isométrique. Et si on va dans des mouvements engagés où on passe sur les prises, là, ça va être de la force de contact, donc des intensités très élevées, mais dans des temps très brefs. Et du coup, on est plus proche de la force explosive, on va dire, que de la force endurance ou de l'isométrie, quoi. Donc c'est pour ça que essayer d'identifier les qualités de force nécessaires, je parle là encore une fois sur les doigts, hein, Bien sûr. mais c'est important de savoir de quoi on a besoin pour pouvoir travailler après les bonnes qualités. Ok. Et du coup, pour redire, la tenue de prise pour la tenue de prise, alors que plein de fois, on n'a pas besoin de tenir les prises. Au contraire, le conseil, c'est de ne pas les tenir. Bah, c'est un peu dommage, parce que si on tient les prises qu'il ne faut pas tenir, bah, on va y passer trop de temps, et c'est là que Ça les brûle. coordinations ne sont pas bonnes, et on tombe. Ouais. Pour l'anecdote, moi je suis judoka à la base, et je me suis mis à l'escalade parce que le corps abîmé par le judo, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit, bon, j'ai un bon grip, je vais m'amuser. Et j'ai pas mal de grimpeurs qui me voyaient faire. Alors, c'était en salle privée, hein, j'étais pas du tout en club. Il n'y en avait pas trop à côté de chez moi. Et je me suis mis à grimper. Et les mecs me disaient, franchement, c'est impressionnant ce que tu fais, mais si tu mettais les jambes, tu serais vraiment bon, quoi. Et je me disais, mais pourquoi mettre les jambes en escalade? Dans ma tête, je me disais, mais il est con, quoi. Lui. Et en fait, en échangeant avec lui, effectivement, après, avec l'expérience, on voit qu'on s'appuie beaucoup plus sur les pieds. Est-ce que le travail de force sur le bas du corps, c'est quelque chose qui est utile et que vous entraînez, ou qui est, enfin, la force faite par la spécificité est largement suffisante pour les besoins? On en fait, mais je pense que c'est anecdotique. Ok. Pour moi, c'est anecdotique. Je pense que je fais plus un travail cardio. Moi, je trouve ça plus intéressant de faire un travail cardio pour pouvoir tenir les compétitions, pouvoir supporter les charges d'entraînement, qu'un travail de force bas du corps. Ok, trop le intéressant. préparateur physique le fait. Ouais. Moi, je suis jamais allée à l'encontre. Je trouvais que c'était un plus, mais un petit plus, quoi. Ouais. C'est pas un facteur déterminant de la perf. Non, moi, je trouve pas. Bah, disons que la base sur les membres inférieurs, c'est d'être capable de se relever sur une jambe depuis le sol, donc ce qui correspondra à un squat complet sur une jambe, quoi. Et du moment où ça c'est acquis, c'est bon. Mais voilà, à partir du moment où on sait se relever sur une jambe, alors certains mettent même la prise un peu plus haut, on peut mettre un plinth, on monte sur le plinth et puis on fait des relevés de jambes. Mais ça, c'est assez basique en termes de musculation, ça va pas très très loin. Donc ça ne demande pas d'aller faire du squat dans des salles ou des... Ouais, squatter à 200, ça sert à rien en escalade. Non, je pense pas. Hein. Ouais. Donc il faut un minimum, mais après ce minimum acquis, je pense que tous ceux qui grimpent fort, ils l'ont déjà. Donc du coup, aller au-delà, c'est... Ouais, on va pas aller à l'encontre, on va pas se battre. Alors après, il y a d'autres activités comme le tirage talon, par exemple, qui va demander aux ischios, aux fessiers de travailler. Donc là, faut pas se blesser, il faut avoir quand même des ischios un peu solides. Mais pareil, on va jamais faire du travail en salle sur des machines à ischio pour renforcer dans un but de performance. Là, c'est pas le cas. Vas-y, Corinne, sans prix, vas-y. Pour rester sur la prépa physique, je pense par contre, une chose très importante et qui n'est pas fait en escalade, c'est un travail autour de la mobilité du bassin. Et ça, et des épaules. Et ça, c'est pour moi essentiel. Et on voit très peu de grimpeurs le faire, quoi. Généralement, les grimpeurs ont une bonne mobilité. Oui, mais des fois, ça fait que certains grimpeurs ne passent pas en finale parce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher une prise loin
qui fait que ça va changer la donne en termes de résultats sportifs. Ok. Donc là, c'est peut-être même aller plus, tu me dis si je me trompe, mais aller chercher en fait des amplitudes de force très très larges, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Ouais, je comprends. Pour revenir au tirage talon et au suspendu par les pieds dont on parlait, parce que c'est vrai que maintenant on commence à le voir. Alors, personnellement, j'ai jamais testé. J'ai eu toujours peur de me prendre la tête dessus. Mais on voit ces grimpeurs qui, par les deux pieds, voire un pied, mais généralement c'est les deux, quand il y a les passages de main, se suspendent, donc tête vers le bas, pour que les gens puissent imaginer, avec les pieds complètement verrouillés. C'est pas du tout un mouvement naturel. Est-ce que ça, c'est travaillé à l'entraînement en termes de force aussi, ou c'est à force d'essayer et de se planter qu'on va avoir la force nécessaire, ou naturellement on a tous cette force-là, mais on ne le sait pas? Ouais, c'est très peu travaillé. Ouais. Très, très peu travaillé. Et ça, c'est plutôt des choses que les gens ils font en falaise, plus qu'en compétition. Il y en a très peu en compète. Ok. Moi, je trouve. Moi, après, Ouais. ça fait longtemps que j'ai pas... En fait, c'est un mouvement que j'ai pas trop... j'ai pas trop vu, en fait. Si, peut-être en diff, à des moments pour se reposer et tout, mais c'est des mouvements que... Je sais pas si tu en vois, toi, dans les salles. Mais je regarde en salle privée, j'ai pas souvenir. En compète, alors je saurais pas te dire, je sais que c'était du bloc. Mais quelle compétition? Je pense que c'était une Coupe du Monde, mais il y a à peu près 2 ans. C'était avant les Jeux. Ouais, c'était à peu près il y a 2 ans. Parce que je m'étais intéressé à ça et j'avais vu une Coupe du Monde où j'avais vu ça et j'avais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'étais impressionné. Je pense qu'il y a un peu de prise de risque, donc ils n'osent pas trop, même par rapport à une chute. Ouais. Et les ouvreurs, quand même, ils ont quand même des contraintes. Ils font attention quand même pour pas... voilà. J'essaierai de retrouver. Ouais. Parce que je me rappelle où j'étais, donc je dois pouvoir retrouver la date. Je te dirai par curiosité. Mais ça existe. Ça existe, mais c'est anecdotique. Okay. C'est vraiment anecdotique. Bon. Et là, on a fait pas mal le point sur ce que vous travaillez ou pas. Donc la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un grimpeur va être champion du monde et un autre aussi nul que moi? Quels sont les facteurs qui vont faire que... Oula, c'est compliqué ça, c'est compliqué comme Oui, question. parce que je suis très nul, je sais. Non, on dira jamais ça, on n'osera pas. Et déjà, c'est compliqué parce que on va prendre peut-être l'exemple de Mejdi, qui est... Voilà, Mejdi, c'est un acharné du travail, quoi. C'est un gamin qui pratique depuis qu'il est tout petit. Et pas beaucoup. En fait, chez les jeunes, il s'était pas beaucoup entraîné, mais il a beaucoup pratiqué depuis qu'il a 10 ans, quoi. Et il a des qualités dynamiques depuis qu'il est tout petit. Et il a gagné les championnats d'Europe jeunes, il a gagné en bloc, en diff. Paul, pareil. C'est des gamins qui sont passionnés. Je parle quand ils sont petits. Bien sûr. Après, ils se sont mis à s'entraîner. Mais c'est des passionnés d'escalade. C'est-à-dire qu'ils vont s'entraîner pour être champions du monde. Ils ont le mental qui fait qu'ils sont là pour gagner. Ils ne sont pas là pour enfiler des perles, quoi. Et, mais dire pourquoi ils sont champions du monde, pourquoi... C'est compliqué à répondre à cette question. Parce que sinon, ça serait facile de faire des champions du monde. Mais ce que moi, de tous ceux que j'ai côtoyés, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, quoi. Déjà, depuis le début, depuis qu'ils sont tout petits, on sent que... Parce que moi, je les connais petits et je les vois évoluer. On sent qu'ils aiment ce qu'ils font, quoi. Et ils aiment la pratique en compétition, ils aiment s'entraîner, ils aiment aller dehors, tous, aller en falaise. C'est des passionnés de falaise. C'est fou, mais c'est comme ça. Parce qu'il y en a plein qui disent, les grimpeurs de compétition ne font pas de falaise, mais tous ont performé en falaise. Ils ont fait du 9A, du 9B. Il y en a, là, ils travaillent un 9B, Paul, je crois, dans le futur, là, pour l'année prochaine. Bon, voilà, c'est des gamins qui aiment ce qu'ils font. Ils aiment l'escalade. Ouais, ils sont en adéquation avec ce qu'ils veulent devenir et ce qu'ils sont réellement... Ouais. Et puis, ils aiment la compète. Et ils aiment s'entraîner pour la compète. Mais je peux pas t'en dire plus sur... Non, mais ils ont une psychologie qui fait qu'ils aiment l'activité. Voilà. Ok,
Trop Et je intéressant. pense que c'est commun à tous les champions. Hein. Ouais. Rarement j'entends un champion dire moi je fais ça que pour gagner quoi. Il doit y en avoir, hein, mais c'est rare quand même. J'ai l'impression que c'est vraiment un sport de passionné à la base. Ouais, mais même en judo, dans dans tous les sports quoi. Ouais. C'est l'impression que ça me donne moi. Hein. Justement, pour rebondir là-dessus, dans certains sports, alors le judo, nous, on est un sport complètement amateur, hein, il y a très peu d'argent. Les gens ne font pas ça pour ça, mais j'imagine en foot ou en foot US, etc., il y a quand même un enjeu financier qui fait que, même si on n'est pas passionné, on peut faire un écart. En escalade, est-ce que les sportifs y gagnent leur vie? Les très bons, oui. Ouais. Oui. Quand tu dis très bons, c'est les 10 meilleurs mondiaux? Ouais, ou... je pense qu'on va être sur les 10 meilleurs mondiaux. Okay. Ils gagnent leur vie. Hein, donc il y en a très peu, quoi. Au niveau français, c'est la galère. Bah, disons je sais pas, hein, mais allez, il y en a 4-5 hommes, 4-5 femmes, je pense, qui vivent bien de ça, quoi. Okay. J'espère, je dis pas de bêtises. Hein. Vous m'en voudrez pas. Hein, non, mais on essaiera de regarder, mais c'était par curiosité, c'est une question que je commence à poser parce que j'ai l'impression que si les athlètes gagnent leur vie, les systèmes d'entraînement autour, forcément, vont évoluer parce qu'ils auront de l'argent à mettre là-dedans. Alors que quand c'est complètement amateur, ça peut rendre cet aspect entraînement très complexe parfois. C'est pour ça que je posais la question. Mais là, on voit bien une évolution quand même. Et puis, ils gagnent bien leur vie, je pense. Ouais, parce qu'en fait, en escalade, moi qui viens du judo, à part acheter un kimono et une paire de claquettes, que je peux regarder pendant 15 ans, il n'y a rien à vendre. Il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de maillot. Non. Alors qu'en escalade, il y a quand même des chaussures, il y a les cordes, il va y avoir les baudriers, il va y avoir la magnésie. Il y a tout le matériel d'entraînement maintenant aussi. Voilà, il y a plein de marques qui peuvent participer à ça, ou en tout cas gagner de l'argent via ça. C'est pour ça que naïvement, je me disais, bon, il doit y avoir quand même un peu d'argent dans l'escalade. Oui, et puis maintenant, il y a sur les équipements, non, mais sur les équipements, je pense que les grimpeurs, ils ne payent plus rien hein, à ce niveau-là. Ouais. Oui, j'imagine. Après, c'est plus sur, comme tu disais, constituer une équipe autour d'eux, avec un préparateur mental, un préparateur physique, un kiné, un staff médical, etc. Alors là pour l'instant, on n'en est pas encore là. Quoi. Ok. Mais après, il y a les grosses marques qui commencent vraiment là avec les Jeux Olympiques. Il y a Red Bull qui est hyper, qui sponsorise Oriane Berton. Je voyais bien, j'ai vu d'autres marques, des grosses marques sponsorisées. Qui commencent à s'y intéresser. Ouais, et puis c'est pas des marques de l'escalade, c'est des marques extérieures à l'escalade. Ouais. Donc plutôt positif quoi par rapport à pour les grimpeurs, c'est cool. Moi, je suis contente pour eux parce que moi, à mon époque, c'était moi, je vivais de l'escalade, mais je vivais grâce à une commune, un conseil général, une région. C'était pas des marques, quoi. Oui, c'était plus des contrats aidés que... Voilà, c'est ça. Mais je vivais de ça. Je vivais déjà de ça. Donc, je pense que là, maintenant, ça va bien, quoi. Tant mieux. Tant mieux pour eux. Moi, carrément. Je suis hyper contente pour eux, vraiment. Vraiment, parce que voilà, c'est une belle discipline, quoi. Est-ce qu'il y a une thématique, toi, que tu voulais aborder aujourd'hui ? Moi, je voulais surtout parler de justement faire évoluer les choses par rapport à la priorité vitesse et tout, et faire attention à nos petits jeunes, parce que voilà, je vois trop de blessés, je vois trop de choses qui me font peur sur les réseaux sociaux, et j'aimerais vraiment qu'ils fassent attention à eux. Et qui se fassent aider par des coachs pour évoluer et pour progresser, et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, et qu'ils fassent attention justement dans les salles privées à ne pas se blesser bêtement, parce que c'est facile maintenant de faire de l'escalade. Et je pense que quand on est jeune, on a besoin quand même de coach pour avancer, quoi. Bien sûr. Et que les parents fassent attention à leurs enfants, parce que quand on est à 4,50 m et qu'on a 10 ans et qu'on fait 1,20 m, on peut se faire très très mal. Et que moi, je suis sur de la prévention autour des jeunes, et voilà, qui prennent des cours, qui se laissent pas, qui grimpent pas tout seuls. Et voilà, moi c'est vraiment la prévention
des blessures qui est pour moi importante par rapport aux jeunes, parce que c'est une catégorie qui me tient à cœur et que j'espère un jour retrouver. Pour l'instant, je peux pas, mais j'espère un jour. Ça va venir. J'espère. Donc voilà, c'est surtout un sujet qui est important pour moi. Tout à l'heure, tu parlais de la falaise, que la plupart des champions faisaient beaucoup de falaises. Est-ce qu'un système renforce l'autre? Non, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Si, ça fait du bien au mental. Ouais. Voilà, mais c'est pas... Objectivement, c'est deux mondes différents. Ok. Voilà, en compétition, la compétition, c'est pas du tout le même effort que la falaise. Après, ils font tout. Moi, par exemple, quand j'entraînais au Pôle France de Voiron, ils allaient en falaise régulièrement pour surtout s'aérer, quoi. Ouais. Voilà, mais pas avec un objectif entraînement. Ok. Mais après, chez les petits, je pense que c'est vraiment intéressant quand ils ont 10-12 ans, pour la technique. Voilà. Ouais. Voilà, aller faire de la dalle, du travail en dévers. Voilà, mais c'est sûr que c'est deux mondes différents. Voilà. Ok. La falaise et la compétition. Et une chose qui, moi, m'impressionne toujours en escalade, c'est jeunes ou moins jeunes, hein, devant le mur, avec les petits patterns, on voit qu'ils sont dans leur tête à visualiser la voix, à lire la voix. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend ou c'est un peu inné? Ah non, ça s'apprend. Ouais. Moi, c'est sûr. Il faut du temps. Mais les petits, c'est compliqué. Faut laisser. En gros, vers 12-13 ans, ils commencent à pouvoir vraiment visualiser. Avant, peut-être 11 ans, mais avant, c'est compliqué, parce que le cerveau, il est encore pas habitué à ce genre de situation, mais ça s'apprend, et puis ça s'entraîne, quoi, régulièrement, c'est-à-dire des séquences où on fait que ça. Moi, ça m'arrivait de leur faire des séances où ils grimpaient pas, ils faisaient que de la visualisation, et par exemple, ils faisaient la voix le lendemain, et Okay. voilà, mais c'est des séquences d'entraînement comme tout, quoi. Et il y en a qui sont plus doués que d'autres, entre guillemets. J'aime pas dire ce mot-là. Mais il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres, quoi. Donc, voilà. Et sur certaines lectures, est-ce que toi, tu vas les guider pour leur dire, bah là, le 4e mouvement, c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou tu laisses vraiment libre? Moi, non. Mais beaucoup d'entraîneurs, oui. Okay. Moi, non, parce que je pense que voilà, quand ils sont au pied de la voie, ils sont tout seuls, quoi. Donc, si on commence... Quand ils sont petits, on les aide au démarrage. Oui. Mais de toute façon, on n'est pas avec eux au pied des voies, mais à l'entraînement. Mais sinon, non, moi, je ne leur dis rien. Je pense que là, c'est vraiment une compétence qu'ils doivent se débrouiller tout seuls, quoi. Parce que au pied des voies, le coach, il n'est pas là. Hein. Donc, Et ça, c'est une particularité de l'escalade aussi, c'est que l'athlète est seul et le coach ne peut rien lui dire en fait, pendant qu'il grimpe. Non. Sauf, il y a des situations où on est là, surtout en bloc, mais ou en diff sur des qualifs. Mais moi, jamais je leur dis. Ils se débrouillent. Après, ils viennent me poser des questions. Moi aussi, je leur dis, bah oui, peut-être que c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça. Mais le coach, il est là très, très ponctuellement, quoi. Donc, voilà. Est-ce que d'avoir fait du haut niveau, ça t'aide à être un meilleur entraîneur aujourd'hui? Ouais, je pense. Ouais, je pense parce que les situations, on les connaît. On connaît les situations de compète. Parce que voilà, on entraîne pour la compétition et on sait ce que c'est que de la compétition. Je pense que tout le monde peut... Olivier, il n'a pas fait de haut niveau et il se débrouille bien. Mais par contre... Hein? Merci. Bah de rien. mais le truc, c'est que sur la compétition, je pense qu'avoir fait du haut niveau, c'est un gros plus, quoi. Parce qu'on a vécu intérieurement les choses. On a vécu les stress, on a vécu plein de choses qui font qu'on peut leur donner aussi notre expérience, contrairement à un coach qui n'a jamais vécu ça, quoi. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup, même si tout le monde ne fait pas entraîneur dans des équipes de France, mais on trouve beaucoup d'anciens athlètes dans les équipes de France. Bien sûr. Voilà. Okay. Pour vous, c'est quoi un bon entraîneur? Oh la vache! Allez, cadeau. Pardon. Cadeau. Moi, je pense que c'est quelqu'un de bienveillant, qui aime les êtres humains, qui est exigeant,
qui a une belle compréhension de l'activité, connaissance de l'activité, pardon, et qui a envie de transmettre. Pour moi, c'est ça, un bon entraîneur. Pour toi, Olivier? Pour moi, un bon entraîneur, c'est Corinne. Point. Il n'est pas objectif, là, vraiment pas objectif. On lui demande pas de l'aide, c'est pas grave. Non, mais c'est trop difficile. Ouais. Non, moi, c'est comme ça, rapidement, si tu me demandes. Ouais. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un de bienveillant, ça, c'est sûr. Sûr et certain. Est-ce que vous avez des lectures à conseiller pour quelqu'un qui aimerait être un meilleur entraîneur? Alors, pas forcément des lectures techniques, hein, mais... Pas forcément des lectures, mais par contre, une page Instagram qui s'appelle Houdini, qui pour moi est ma référence. Ces fameux Houdoneman. On a la chance d'avoir un entraîneur qui n'est plus entraîneur, mais par contre qui a une vraie réflexion autour de l'entraînement et pas du tout un peu à l'opposé de la France, on va dire. Ouais. Et on a de la chance, c'est qu'il a une formation vidéo. Il a fait beaucoup de vidéos et tout. Et il met en lumière nos sportifs actuels avec ses réflexions. Je pense que c'est pour moi un des meilleurs du monde sur la réflexion autour de l'entraînement en escalade. Trop bien. Voilà. Voilà. Olivier, tu veux compléter des ouvrages ou autre chose? Non, mais en complétant, c'est juste pour dire qu'Udo, il a écrit des livres aussi, donc, qui sont disponibles aussi. Donc, On les mettra en description lors de l'épisode pour les gens. Ouais, carrément. Après, il y a d'autres trucs, hein, mais lui... Ok, trop bien. Bon, je ne suis pas du genre à être comme ça, mais... Je ne suis pas du genre à être comme ça, à avoir des références, mais lui... c'est une inspiration c'est une inspiration, ouais. Vraiment, pour nous deux, c'est une inspiration. Trop bien. Ouais, voilà. Je vous laisse le mot de la fin. Bon, en tout cas, un grand merci. Moi qui suis dans une période complexe, voilà, je suis malade en ce moment, ça me fait un bien fou de pouvoir parler de ma passion, qui est l'escalade et puis l'entraînement, et votre accueil qui a vraiment été top, quoi. Vraiment. Avec grand plaisir. Ça y est, cet épisode est terminé. J'espère que ça t'aura plu et que ce nouveau format t'a plu surtout. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse d'avoir un peu plus de pratique et de vidéos pratiques. On se retrouve dans 2 semaines avec Michel Gillot, préparateur physique de MMA avec les plus grands internationaux français. Salut!